La musique du XVIIe siècle, c'est les Italiens Carissimi, qui a écrit 200 oratorios, messes, cantates. Frescobaldi, qui a écrit des choses inoubliables pour le clavier. Et les Français Couperin, et puis le célèbre Jean-Baptiste Lully, dont le nom s'écrivait avec un I quand il est arrivé en France, et ensuite avec un Y, et puis Marc-Antoine Charpentier, naturellement. Et puis chez les Allemands, Schütz et Scheidt, qui sont des compositeurs extraordinaires. Buxtehude, qui fut le maître de Jean-Sébastien Bach, et puis l'anglais Henry Purcell, nous parlerons d'Henry Purcell la prochaine fois, si vous venez ici au mois de décembre. Alors, il y a un auteur très intéressant du XVIIe siècle qui est Gédéon d'Allemand des Réaux. C'est un homme qui a écrit non pas pour publier, mais pour lui-même. Il écrit des historiettes qu'on a publiées ensuite, où il dit des cancans sur Henri IV, sur Louis XIII, sur tout le monde. Il dit des horreurs sur tous ses contemporains. C'est très amusant à lire. Gédéon d'Allemand des Réaux. C'est le gala ou le voici du XVIIe siècle. Il parle de Lambert, qui était le beau-père de Lully. Et à propos de Lambert, il dit « La plupart des gens de musique sont bizarres ». J'en vois quelques-uns, c'est en effet exact. Alors, mettons bien les choses au point, j'en ai déjà parlé, mais l'art au XVIIe siècle, ça n'est pas la conception romantique d'une recherche d'une beauté idéale. L'art au XVIIe siècle, ça désigne une activité de l'homme respectant des règles. Et l'art est opposé à la nature. J'ai trouvé une phrase dans La Bruyère, qui est un auteur que j'apprécie moins que d'autres, mais tout de même. La Bruyère dit ceci: avec 5 ou 6 termes de l'art, et rien de plus, on se donne pour connaisseur en musique, en tableau, en bâtiment et en bonne chair. Voilà. Il met sur le même plan la musique, la peinture, l'architecture et la gastronomie. C'était tout à fait habituel. J'ai beaucoup apprécié le XVIIe siècle, en particulier l'œuvre de Corneille. Et en 1964, j'avais 16 ans, je commençais l'écriture de mon premier livre, La protase, dans l'œuvre de Corneille. La protase, ça désigne la partie d'une pièce de théâtre qui expose le sujet. Par exemple, « Et me voici, Cléon, arrivé à Corinthe pour délivrer enfin ma tendre sœur Jacinthe, enfermée malgré elle par l'odieuse Géronte. Cette situation horrible me fait honte. Mais qui vois-je arriver? C'est mon frère cadet, le sort en est jeté, il vient, c'est pour m'aider. » Voilà, ces vers merveilleux ne sont pas de Corneille, mais ce sont effectivement des vers protatiques. Alors, l'écriture de mon premier livre n'a jamais dépassé la première page. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme extraordinaire, François Lamotte Levayer. Pardon. Lamotte. En 4 mots. Lamotte Levayer. Il est né en 1588, il est mort en 1672, à 84 ans, et en 1649, pardon, Anne d'Autriche lui confie l'éducation de Philippe d'Anjou, qui est le frère cadet de Louis XIV, et puis un peu plus tard, il aura la charge d'être le précepteur de Louis XIV. C'est quelqu'un qui est bien en cours, qui est proche de Richelieu, qui sera ensuite proche de Mazarin. Il a écrit en 1642 un livre étonnant qui s'intitule « De la vertu des païens ». Parce qu'au XVIIe siècle, on est chrétien, et la vertu, c'est chrétien en dehors du christianisme, pas de vertu. Et Lamotte Levayer dit tout de même, pardon, je vais aller chercher une petite bouteille d'eau, tout de même, les gens comme Socrate, comme Aristote, comme Platon, comme Sénèque, comme Plutarque, peut-être que ces gens
peuvent avoir en eux un peu de vertu. C'est un livre très moderne, enfin, c'est en avance sur l'époque, parce qu'on ne pense pas ça. Excusez-moi. Je connais bien l'œuvre de Lamotte-Levaillé. J'ai terminé la semaine passée 8 mois de lecture de ses œuvres complètes en 15 volumes. Je ne regrette pas ce temps passé. Lamotte-Levaillé, on dit qu'il faisait partie de ces gens qu'on appelle les libertins érudits. Entrez sans vous frapper. Les libertins érudits, c'était Naudet, Gassendi. Le libertin, au XVIIe siècle, n'a pas eu la connotation érotique du XVIIIe. Un libertin, c'est simplement quelqu'un qui essaye de penser librement. Le mot libertin désignait dans l'Antiquité un esclave qui avait été affranchi. Donc les libertins philosophes du XVIIe siècle sont des personnes qui cherchent à s'affranchir. Il écrit un livre très osé, Lamotte-Levaillé. C'est en 1630. 5 dialogues à l'imitation des anciens. Et il signe d'un pseudonyme Horatius Tubero. Horatius, c'est du grec Horasis, la vue, et puis Tubero, c'est de tuber en latin, c'est-à-dire la motte. Horatius Tubero, ça veut dire le voyeur, la motte. La motte, le voyeur, vous voyez. Il est un peu soupçonné parfois d'athéisme, et on ne prend pas ces choses à la légère. Au XVIIe siècle, Giulio Cesare Vanini a été accusé d'athéisme et il a été brûlé à Toulouse en 1619. Lamotte-Levaillé avait 30 ans lorsqu'on a fait qu'on l'a transformé en martyr, ce Vanini. Et Vanini, non seulement il a été brûlé à Toulouse, il y a toujours une plaque là où s'est passé cette horreur, et il fallait qu'on lui coupât la langue. Mais sur le bûcher, il n'a pas voulu. Alors on lui a arraché avec des tenailles. C'était une religion assez sévère. Mais peu avant, en 1600, Giordano Bruno, c'est un extraordinaire écrivain, poète, philosophe, Bruno. Il était brûlé en place des Fleurs à Rome. Juste une parenthèse. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le Tour de la France par 2 enfants. Le Tour de la France, pas le Tour de France. Hein. Le Tour de la France par 2 enfants. C'est un livre de 1877 qui a eu un succès dans les écoles extraordinaires parce qu'on s'en servait encore en 1950. Il y a eu 400 éditions du Tour de la France par 2 enfants. C'est un livre de Augustine Fouillé. Fouillé est le nom de son 2e mari, mais son 1er mari qui la battait s'appelait Guyot, et elle est la mère, Augustine Fouillé, de Jean-Marie Guyot, qui est un bon philosophe de la fin du XIXe siècle. Il a écrit un beau livre intitulé « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ». Un livre qui, paraît-il, avait intéressé Friedrich Nietzsche, qui m'a intéressé en tout cas. Et alors, Augustine Fouillé a écrit ce Tour de la France par 2 enfants. Mais ce n'est pas son nom qui figure sur les livres. L'auteur est nommé G. Bruno. C'est un bel hommage à ce grand poète, hélas disparu. Alors, quand je parle de Bruno, quand je parle de Vanini, Lamotte-Levaillé devait être prudent dans ses idées nouvelles et libertines. En 1637, il écrit un petit discours chrétien sur l'immortalité de l'âme. Moi, je l'enveloppe, c'est le 4e volume, ça c'est l'édition de 1669. Et dans cette édition de 1669, il y a le petit discours chrétien sur l'immortalité de l'âme, avec un corollaire, et puis un discours sceptique sur la musique. C'est un triptyque, 3 parties.
Alors, dans le petit discours chrétien sur l'immortalité de l'âme, il développe 33 arguments, 33 preuves irréfutables de l'immortalité de l'âme. Ça fait beaucoup de preuves, hein, 33 pour l'immortalité de l'âme. Je vous lis la 26e. L'âme ne peut pas être de pire condition que le corps. Or, nous voyons que le corps ne périt point de sorte qu'il se réduise à néant. C'est vrai, il reste toujours un tibia, un fémur, un crâne. L'âme ne s'anéantira donc pas non plus, et partant, elle sera immortelle. 33 preuves comme celle-ci. Alors, il y a une suite, il y a un corollaire qui donne des exemples tirés de l'Écriture sainte pour convaincre les incrédules. Et puis, il y a ici, dans cette édition, il y a un avis du libraire, le libraire au lecteur. En fait, le libraire, c'est Lamotte Le Vayer, qui dit qu'un discours sceptique sur la musique et l'immortalité de l'âme, eh bien, tout ça a bien des rapports. Il évoque des philosophes qui ont cru que nous ne vivions que par le moyen de la musique et qui n'ont pris l'âme que pour une parfaite harmonie. Alors, il nous dit, voilà, il y a bien une relation entre ces deux discours qui ont l'air très étrangers l'un à l'autre. Son discours sceptique sur la musique, c'est dédié à Marin Mersenne. Marin Mersenne qui a publié en 1636 et 1637 l'harmonie universelle, c'est la somme de tout ce qu'on connaissait sur la musique. Discours sceptique, parce que Lamotte Le Vayer est sceptique. Ça veut dire que c'est un héritier de la philosophie de Pyrrhon, qui avait vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un sceptique qui est plus célèbre que Pyrrhon, c'est Sextus Empiricus, qui vivait vers 190 après Jésus-Christ. Sextus Empiricus, c'est vraiment un sceptique. Il a écrit contre les mathématiciens, contre les musiciens. Il explique que de toute façon, on ne peut pas être musicien puisque le son n'existe pas. Enfin, rien n'existe avec Sextus Empiricus, qui est un grand maître de Lamotte Le Vayer. Et grâce à Sextus, Lamotte utilise l'époqué, CHE. L'époqué, c'est-à-dire la suspension. On ne peut pas avoir d'avis sur les choses. Ça nous conduit à l'acatalepsie, c'est-à-dire à l'impossibilité d'avoir un avis, à l'incompréhension. Voilà, vous avez asseyez-vous par terre, les mains sur la tête. Bon, ben où est-ce que j'en étais, madame? Sextus Empiricus dit que pour trouver l'époqué, cette suspension d'esprit, il y a 10 moyens, je ne vous les décris pas tous. Le premier moyen, c'est de penser aux animaux. Si vous posez cette question, l'eau de mer est-elle bonne pour les animaux? Oui, pour les poissons, pour les crabes, pour les baleines, mais l'eau de mer n'est pas très bonne pour les chiens, les chats et les chevaux. Alors qu'est-ce que le sceptique peut répondre à cette question? L'eau de mer est-elle bonne pour les animaux? Eh bien, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est la catalepsie, c'est l'incompréhension. Le 10e moyen décrit par Sextus Empiricus, c'est les us et les coutumes, le monde. Ce qui est bon, normal et usuel ici, tout de suite, aujourd'hui, et mauvais, inusuel et anormal ailleurs. Alors, le sceptique ne peut rien décider. Et donc, le discours sceptique sur la musique de Lamotte Le Vayer ne prendra pas parti pour la musique ou contre la musique. Alors au début, il donne cette charmante définition de la musique. La musique, cette charmante partie des mathématiques. Ça c'est bien ça. C'est vrai que le quadrivium, ça désignait l'ensemble des 4 sciences mathématiques au Moyen-Âge. L'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Donc c'est vrai que c'est une charmante partie des mathématiques. Il cite Aristoxène de Tarente. Notre âme n'est rien qu'une harmonie. C'est un peu long à lire Lamotte Le Vayer parce que à chaque page, il y a au moins 2 citations, soit en latin, soit en grec.
Il n'y a pas de notes, hein, c'est pas la Pléiade, hein, alors c'est un peu long, enfin j'ai mis 8 mois. Aristoxène, un type formidable qui a beaucoup écrit sur la musique, j'ai lu tout ce que Aristoxène a écrit sur la musique et je n'ai rien compris. Mais rien du tout. Il est intéressant Aristoxène parce que c'est lui qui dit, d'après Diogène Laërce, qui dit que Platon avait demandé qu'on brûlât tous les écrits de Démocrite. Ça, c'est Aristoxène qui disait ça. C'est intéressant, ça. Alors, que dit Lamotte-Levaillé? Les anciens nomment les êtres d'esprit rustique ou stupide amusicos, comme qui dirait musiciens. Il y a eu deux personnages importants au XXe siècle, c'est Sigmund Freud et puis André Breton. André Breton détestait la musique. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une correspondance avec Philippe Soupeau, qui fut l'auteur avec Breton des chants magnétiques, et Soupeau a failli être exclu du club des surréalistes parce qu'il allait au concert, et Breton ne supportait pas ça. Et Breton, en fait, il a cru. Il a fait de la musique toute sa vie sans savoir. André Breton, il dit ceci, c'est dans le second manifeste du surréalisme. Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. C'est une belle langue, hein, Breton. Mais je trouve que cette définition du surréalisme est exactement une définition de la musique. La musique, c'est quelque chose qui, dans lequel la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Alors, il détestait la musique, enfin, il en a fait toujours. Quant à Sigmund Freud, lui, il habitait Vienne, il est mort à Londres, mais il habitait Vienne et il n'a pas donné d'éducation musicale comme ça se faisait naturellement dans toutes les familles viennoises à l'époque, à ses enfants. Freud, il écrit le 18 janvier 1928 à un patient qui lui demandait son avis sur quelque chose de musical. Ich bin der Letzte, der ein solches Urteil haben kann. Je suis le dernier qui puisse avoir un jugement là-dessus. Ich bin ganz unmusikalisch, je suis complètement amusicien. Comme c'était un amusicos, comme on disait dans l'Antiquité. C'est intéressant de voir que c'est la psychanalyse, le surréalisme, c'est pas rien dans le XXe siècle. Et il y a eu une opposition à la musique parce que ces gens-là ne se sont pas rendus compte que la musique déjà répondait à beaucoup de leurs désirs. Je parle de la psychanalyse et je parle du surréalisme. Alors Lamotte-Levaillé nous dit que Socrate s'intéresse à la musique à la fin de sa vie, qu'il va prendre des leçons de sitar. Dès la plus grande antiquité du paganisme, les philosophes et les musiciens n'étaient qu'une même chose. Il le redit un peu plus tard. Strabon reconnaît que les vrais sacrificateurs des muses étaient les musiciens et que la philosophie et la musique ont été longtemps une même chose. Ça, c'est vrai. Lamotte-Levaillé a fréquenté beaucoup les gens de son temps, naturellement, même Molière, qui avait 30 ans de moins que lui, et il a connu un écrivain génial, qui fut Cyrano de Bergerac. Le papa est de Morostan, hein, le vrai Cyrano de Bergerac est mort à 30 ans ou 31 ans. Il a écrit une tragédie, Agrippine, qui est très intéressante, et puis Les États et Empire du Soleil, c'est tout imité de Lucien de Samosate, c'est tout à fait génial. Un grand bonhomme, Cyrano de Bergerac. Je l'aime tellement que j'ai acheté une gravure de l'époque et que je l'ai mis en bonne place chez moi. Je passe tous les jours devant la gravure de Cyrano de Bergerac. Il ne faut pas se moquer. Dans Les États et Empire du Soleil, il écrit ceci. Il rencontre un habitant des Empires du Soleil. Il dit « Il m'expliqua que dans les sciences, il y avait un vrai, hors lequel on était toujours éloigné du facile,
que plus un idiome s'éloignait de ce vrai, plus il se rencontrait au-dessous de la conception et de moins facile intelligence. La langue est un peu difficile, mais surtout. De même, continuait-il, dans la musique, ce vrai ne se rencontre jamais, que l'âme aussitôt soulevée ne s'y porte aveuglement. Nous ne le voyons pas, mais nous sentons que nature le voit, et sans pouvoir comprendre en quelle sorte nous sommes absorbés, il ne laisse de nous ravir, et pourtant nous ne saurions remarquer où il est. C'est ce que Proust a mis 3000 pages à écrire pour nous dire ce qu'était que la vraie vie, l'adjectif est le même. Grand auteur que Cyrano de Bergerac. Alors la mode Levaillé continue son exploration sceptique du côté positif de la musique. Ce n'est pas merveille si les hommes de quelque âge, de quelque humeur et de quelque condition qu'ils soient, se trouve si puissamment touchée de la musique puisqu'elle agrée même aux essences immatérielles. Son utilité est telle que la plupart des métiers de la paix et de la guerre ne s'en peuvent passer. La beauté du visage est une puissante recommandation, mais elle n'a rien de comparable avec la voix. Celle-là ne contente que le corps, le visage, celle-ci pénètre jusque à l'âme, lui faisant faire un essai de la félicité des bienheureux. C'est ce que vous connaîtrez au mois de décembre, puisqu'on parlera de l'opéra et que Marie-Noël Martin chantera 2 airs, l'un de Handel et l'autre de Lully. Mais peut-être vous voulez maintenant chanter quelque chose. Vous avez vu lever le doigt. Alors, c'est Léonard. Qui peut faire de la voile sans vent? Qui peut ramer sans rame? Et qui peut quitter son ami sans verser de larmes? Qui me cassait des pieds en voiture tout à l'heure, je lui dis... Voilà, dit la Levaillé, une partie de ce qui se dit à l'avantage de la musique. Tournons sceptiquement la médaille et voyons ce que nous représentera son revers. Alors il cite Aristote. Quant à la guitare, on appelle G-U-I-T-E-2-R-E, quant à la guitare et aux flûtes qu'on veut être si morales, Aristote soutient au contraire que ce sont des instruments non pas éthiques, mais orgiastiques et furieux. Et alors voilà ce que dit la Motte Levaillé, je vous l'ai sûrement déjà cité parce que je trouve que c'est une phrase étonnante. Mais supposons que la musique soit une véritable science, abusant de ce mot comme nous faisons de beaucoup d'autres. Pour le moins ne peut-on pas nier que les professeurs ne soient pour la plupart des personnes viles et de petite considération, ou même vicieuses et diffamées, j'en vois plusieurs. Car il faut avouer que nous ne voyons point aujourd'hui une profession d'hommes plus ennemie souvent de l'honneur des dames qui est celle dont nous parlons. Et l'ivrognerie semble aussi tellement attachée à ce métier que je ne m'étonne pas si les poètes ont fait Bacchus si grand ami de la musique. Eh bien, nous en prenons pour notre grade. On disait dans l'Antiquité que la musique pourrait guérir, oui, mais sûrement de maladies fort légères. Et que parfois, la langue de la Motte Levaillé est un peu difficile. Il dit, pour observer le ciel, nous avons des télescopes. Et pour écouter la musique des astres, on pourrait aussi trouver la fabrique de quelque instrument otacoustes. J'ai mis un peu de temps à trouver otacoustes, ça signifie espion.
Il y avait un roi des Perses qui avait des subalternes otakus qui allaient espionner. Quelquefois, le vocabulaire est compliqué. Par exemple, quelque part, si vous êtes lassé de paranymphée, vous pouvez maintenant vespériser. Je vous ai dit, j'ai mis pas mal de temps à lire la Motte Levaillé. Paranymphée, ça signifie faire l'éloge. Les paranymphes, dans un mariage romain antique, c'était des amis des mariés qui venaient faire l'éloge des mariés. Alors si vous en avez marre de faire l'éloge de quelqu'un, vous pouvez vespériser, ce qui signifie réprimander. Le dernier texte qui est dans l'édition de 1669, il a écrit à 81 ans, et il dit que c'est une année climactérique. Évidemment. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'une année climactérique? Furetière. Le dictionnaire de Furetière dit que c'est une année dangereuse à passer et où on est en danger de mort au dire des astrologues. Parce que les astrologues disaient que tous les 7 ans, c'était un mauvais passage. Ça se dit encore. Et tous les 9 ans aussi, c'était un mauvais passage. Donc 9 x 9, 81, il est dans une année climactérique. Quelquefois, une page de la Motte Levaillé demande un peu d'attention. Une jolie formule. Nous parlons du grave et de l'aigu, et lui, il dit la gravité et la pointe du son. C'est joli. Alors, une réflexion sceptique à la fin qui montre que la nature est inconstante, toutes les choses sont inconstantes, et il termine ainsi. Abandonnons nos certitudes, prenons pour l'un des plus importants préceptes de notre vie, celui que nous donne le poète comique des Latins en ces vers si sceptiques. Et ici, 4 vers. Donc il faut chercher qui a écrit les 4 vers, c'est un peu long, c'est Terence, qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ. Complote et Terence sont les 2 grands écrivains du théâtre latin. Et Terence a écrit une pièce qui s'intitule Adelphi, c'est-à-dire les frères. Et voilà les 4 derniers vers de ce discours sceptique de la Motte Levaillé. Numquam itaquisquam bene subduca ratione ad vitam fruit. Je traduis un peu loin. Malgré tout ce que tu as construit rationnellement dans ta vie, quin res aetas usus semper aliquid apportet novic. Que les choses, l'âge, l'usage t'apportent du nouveau. Aliquid moneot ut illa quae esquire credas nescias. Et te suggère que tout ce que tu pensais croire, tu ne le crois plus. Et quae tibi putatis prima in experiendo repudies. Et que tu renonces à tes premières pensées. Ce sont des vers sceptiques. En effet, tout ce que j'ai cru, je n'y crois pas. Des vers très sceptiques, mais qui terminent non seulement le discours sur la musique, mais un triptyque, le petit discours chrétien sur l'immortalité de l'art, le corollaire, et puis le discours sceptique de la musique. Alors, ça s'applique, ces 4 vers de Terence s'appliquent-ils simplement au discours sceptique ou bien à l'ensemble? On pouvait être brûlé pour moins que ça. Hein. Un autre auteur que j'aime beaucoup au XVIIe siècle, c'est Antoine Furetière, qui a écrit un dictionnaire. Ça, c'est un facsimilé, hein. Je n'ai pas l'original. C'est en 3 volumes. Très bon dictionnaire qui est paru en 1690. Il était académicien, Furetière, et il trouvait que la rédaction du dictionnaire de l'Académie était vraiment lente, alors il a fait son propre dictionnaire. Et les académiciens, ses collègues, n'ont pas apprécié ça du tout, parce qu'il a été renvoyé de l'Académie en 1685. Ça, c'est un facsimilé de l'édition, la première édition de 1690, qui commence par une préface de Pierre Bayle, B-A-Y-L-E. Je dis bien Bayle parce qu'il était agacé. C'est
c'est un homme des Pyrénées. Il était agacé quand on l'appelait Pierre Bel. Et quand il a été à Rotterdam, un peu longtemps, parce qu'il n'était pas conseillé à lui de rester en France à l'époque, il signait Pierre Bel, B-E, accent circonflexe, L-E, Pierre Bel. Il trouvait qu'on l'appelait mal. C'est un type formidable, Pierre Bayle. Il a écrit un dictionnaire historique et critique qui est une merveille. La première fois que je l'ai eu en main, c'était à Manos que j'avais eu l'autorisation de fouiller et de feuilleter la bibliothèque personnelle de Georges Giono, qui est resté en l'état. Alors j'ai regardé beaucoup de choses, et en particulier le dictionnaire de Pierre Bayle qu'il avait. Il avait l'édition 1703, qui doit être la deuxième ou la troisième, et j'avais été surpris parce que Giono, dans ce beau livre quand même, prenait des notes et soulignait des choses au crayon à billes rouges. Ça n'empêche pas l'admiration que j'ai pour ce grand Jean Giono. Mais lui, c'était la troisième édition, moi j'ai la première de 1690, mais je ne la porte pas parce qu'elle est fragile. Alors Furetière, ce dictionnaire, c'est vraiment une mine qui nous apprend beaucoup de choses. D'abord, je vais vous lire quelques définitions. D'abord, une chose qui n'a pas de rapport avec la musique, mais Alléluia, tout de même, Alléluia, c'est célèbre en musique, mais c'est pas que ça, Alléluia. Alléluia, c'est une petite herbe qu'on mange en salade et dont on fait aussi du sirop. On l'appelle autrement pain de cocu. Étonnant, ça. Archer, ce qui sert à tirer le son des violons, viols, poches et autres semblables instruments de musique. La poche, c'est la pochette, comme on dit aujourd'hui, c'était un petit violon que les maîtres à danser. C'était pas le piano qui accompagnait les cours de danse au XVIIIe et encore au XIXe siècle. C'était la pochette, le petit violon que le maître à danser avait dans sa poche, et il jouait le violon pour donner la cadence. Un violoniste peut être végétarien. Je ne connais pas, mais un violoniste ne peut pas être, comme on dit aujourd'hui, vegan. Les cordes sont aujourd'hui en métal, c'est plus en boyau, admettons. Du côté du violon, ça va, mais l'archer, pour faire un archer, il faut 4 animaux. Le crin du cheval pour la mèche. À la pointe de la baguette, il y a une petite incrustation d'ivoire. On n'a plus le droit de faire des incrustations d'éléphants aujourd'hui, on n'a plus le droit de travailler l'ivoire. Alors, les archetiers travaillent avec des mammouths polonais. On a trouvé beaucoup de mammouths polonais et on a le droit de travailler le mammouth. Alors, cheval, mammouth ou éléphant, qu'est-ce qu'il faut encore? Eh bien, là où on pose l'index sur l'archer, il y a une petite bague de cuir, donc il y a aussi du cochon. Et puis, il y a toujours au milieu de la hausse, c'est-à-dire ici, là, une petite incrustation de nacre, donc c'est issu d'un mollusque bivalve. Voilà, 4 animaux pour jouer du violon, donc pas de violoniste vegan. Alors, il y a des instruments qu'on a un peu oubliés. L'atabal, c'est un atabal. C'est une espèce de tambour dont se servent les Maures. Quand on fait des entrées de ballet composées de Maures, on leur met en main des atabals et des naquers. Les naquers sont des timbales. Les naquers, on les jouait généralement à cheval. De chaque côté du cheval, on avait une naquer, une timbale. Aubade, concert qu'on donne dès le matin à la porte ou sous les fenêtres de quelqu'un pour l'honorer. Aubade signifie, à contresens, quelque insulte, quelque affront qu'on a fait à quelqu'un. On lui a donné une aubade, ça veut dire
qu'on l'a vespérisé. Barillet. Barillet, ce mot a beaucoup de sens. On appelle aussi barillet un tambour qui sert à faire jouer une orgue toute seule ou un clavecin par le moyen de plusieurs pointes ou crochets arrangés sur sa surface avec un ordre convenable qui accroche les touches et qui se meut par le moyen d'un ressort ou d'une manivelle. C'était des orgues mécaniques à l'époque, et on en a au XVIIe siècle, comme on en a au XVIIIe siècle, c'est les premiers MP3 de barillet. J'ai là un disque qu'on ne va pas vous passer, mais c'est un disque auquel je tiens beaucoup. Ça s'appelle Handel, un enregistrement d'époque. C'est un orgue à cylindre du XVIIIe siècle, c'est un orgue de 1750, donc de l'époque de Handel. Et cet orgue, quand on tourne la manivelle, eh bien, on a exactement ce que on pensait, on jouait à cette époque-là du XVIIIe, mais il y a aussi des instruments du XVIIe siècle, et c'est très très intéressant de les écouter. Par exemple, il y a un concerto de Handel, concerto pour orgue, oui, pour orgue en fa majeur, que Handel avait aussi transcrit pour la flûte. Et la partie de soliste, c'est etc. Et dans l'enregistrement, on entend il y a, pour une note écrite par Handel, il y a 5, 6, 8 notes, c'est très intéressant. Alors, l'homme qui a fait à l'origine de cet enregistrement chez Erato, il est mort maintenant, Olivier Roux, R-O-U-X. Cherchez Olivier Roux sur l'internet, vous allez trouver des enregistrements qu'il avait réalisés, c'est très passionnant. Moi, je l'ai bien connu, c'était un homme très grand, d'une maigreur très très étonnante, il était encore plus maigre que moi. Et il était bavard. Nous nous sommes rencontrés quand je travaillais à la Villette, à Paris, et nous avons eu plusieurs rendez-vous. Et quand j'avais prévu de parler avec lui pendant 3 quarts d'heure, il restait 3 heures. Il restait 3 heures. C'était impossible de lui faire quitter mon bureau. Et il était passionnant. Vous connaissez le verbe seriner. Seriner, eh bien, c'était des petites machines avec lesquelles on apprenait à chanter au serin. Et les serins pouvaient répéter. Alors, on a des airs de Haydn, de Mozart, qui sont enregistrés dans des serinettes. Et on voit quels étaient les ornements qui étaient à la mode à l'époque. C'est tout à fait passionnant. Donc, cherchez Olivier Roux, musique mécanique, vous allez écouter sur l'Internet des choses très, très intéressantes. Un enregistrement d'époque, oui. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que nous avons dans l'assistance une authentique personne du XVIIe siècle. C'est M. Andrivé, qui est pianiste, qui a déjà participé à nos conférences, qui accompagnera Marie-Noël Martin au mois de décembre. Il est l'arrière petit-neveu de Gabriel Magdalena, qui fut un moment secrétaire de Louis XIII, puis traducteur dans le secrétariat de Louis XIV. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblait un homme du XVIIe siècle, Monsieur Andrivé, et vous avez presque Corneille, Racine, La Fontaine devant vous. C'est une émotion. Tout à l'heure, on est passé du mammouth à Andrivé. Alors, basson, instrument de musique à vent et à hanche, oui, oui, il se brise en 2 parties pour être porté plus commodément. On l'appelle alors fagot, parce qu'il ressemble à 2 morceaux de bois liés et fagotés ensemble. Et le basson allemand, c'est un fagot, ça vient du fait qu'on pliait le basson en 2. Cervelas.
Cervelas, c'est une espèce de basson, en effet, de courteau, ou bien de fagot, raccourci, si petit qu'on le peut cacher dans la main. Cervelas, vous pouvez trouver des enregistrements de cervelas, c'était un tout petit basson. Batterie, ça a beaucoup de sens. Se dit aussi de la manière de battre le tambour selon les occasions, bien sûr. Se dit encore du jeu de plusieurs instruments, comme de la guitare, où l'on bat des doigts de la main droite plusieurs cordes ensemble, en les raclant, plutôt qu'en les pinçant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rasgueado de la guitare flamenca, et le zing, 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 ou en descendant, en montant, zing, 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 zing. Et bien ça se faisait au XVIIe siècle. Ça c'est intéressant. Bedon. Bedon signifiait autrefois un tambour. Je ne sais pas pourquoi. Une très jolie définition du mot bouche. La bouche, ouverture qui est dans le visage de l'homme, qui sert à boire et à manger, à parler, à chanter et à rire. Tout de même un bel optimisme dans 1690. Buisine, vieux mot qui signifiait autrefois un instrument de musique, flûte, trompette, hautbois. Quoi que c'en soit, c'était un instrument qui faisait beaucoup de bruit, et les anciens croyaient que s'en servirait l'ange de l'Apocalypse qui annoncerait le jugement. Si vous entendez un son de buisine, attendez-vous à être jugé. Verre cassé, j'y reviendrai tout à l'heure. On appelle en musique un verre cassé un certain son qu'on tire d'une corde de luth qui imite le bruit que fait un verre quand on le casse. On en reparlera à propos du mot tremblement. Castagnette, instrument dont se servent les Mauves, les Espagnols et les Bohémiens pour accompagner leur danse, leur sarabande et leur guitare. Alors, sarabande. La sarabande est venue des Sarrasins, aussi bien que la chaconne. La sarabande est ainsi nommée, selon quelques-uns, à cause d'une comédienne appelée Sarabanda, qui la danse la première en France. On la danse ordinairement au son de la guitare et des castagnettes. Elle a un mouvement gai et amoureux. Le mot a changé complètement, mais très rapidement, puisqu'une sarabande de Bach, c'est une œuvre toute plutôt lente et très réservée. Le mur de Berlin s'est ouvert il n'y a pas longtemps. J'ai entendu ça à France Info et on a parlé beaucoup de Rostropovitch venant jouer devant le mur de Berlin une sarabande de Bach. Alors, je pense qu'il n'y avait pas de castagnette. Le mot a changé complètement de sens. Zarabanda, la comédienne Zarabanda, je crois que c'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, sarabande, ça vient de Zaranda. C'est une danse qui vient des Espagnols, mais plutôt de l'Espagne d'Amérique du Sud, de l'Espagne de l'Amérique espagnole, et où on dansait des choses très très vives. Et Zaranda, ça vient, d'après moi, sarabande, ça vient de Zaranda. C'est le nom d'un tamis, ou d'un vent, V-A-N, d'un tamis. Et il y a encore des instruments en Guyane, à La Réunion, un peu partout dans le monde, où on a des graines dans une boîte de bambou qui font tchic, 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 tchic. Et je crois que le mot sarabande vient de ce mot espagnol, Zaranda. Chaconne, air de musique ou de danse qui est venu des Maures, dont la basse est de 4 notes, oui, qui procède par degrés conjoints, sur laquelle on fait plusieurs accords et plusieurs couplets qui ont un même refrain, c'est ça. Et ailleurs, dans le TLF, prenez ça sur l'internet, TLF, ça s'appelle Trésor de la langue française, c'est un très très bon dictionnaire, très facile à utiliser. Dans le TLF, on dit chacona. Chacona est dérivé de l'onomatopée tchak, à cause du bruit des castagnettes accompagnant cette danse. Tchak, tchik, 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 tchik. Et la chaconne de Bach, c'est pas du tout ça, mais enfin c'est vrai que la chaconne de Bach, elle est construite sur 4 notes qui descendent.
que ça, il n'y a que ça. Ou bien, et parfois, au début, il fait... il avait tout à fait raison. La Passacaille, Passecaille, dit-il, c'est une composition de musique, un air qui commence en frappant, qui a 3 temps lents et 4 mesures redoublées. 4 mesures redoublées, oui, mais encore avec Jean-Sébastien Bach, vous connaissez la célèbre Passacaille en mi mineur. Ton sol, divin, sol, sol, ré, mi, si, do, fa, sol, do. 8 mesures, en effet. Il ne donne pas l'origine de la Passacaille. Passacaille, ça vient encore des Espagnols et de l'Amérique du Sud. On jouait encore au Mexique, ça se faisait il n'y a pas si longtemps. À l'occasion d'une fête, on passait dans la rue, on passait dans la rue et on faisait des variations, d'abord sous la fenêtre du maire, de l'alcalde, d'une dame, etc. Et on jouait toujours de la même basse et on faisait des variations. Chanter sur le livre se dit lorsque les chantent le plein chant et qu'il y a plusieurs dessus ou autres parties qui font les accords sur le chant et forment une espèce de concert, une musique. Nous avions déjà parlé de ces choses. La musique à la fin du XVIIe siècle, c'est encore complètement lié. Je vais me dépêcher. Quoique, il y a encore une digression. La musique au XVIIe siècle, c'est quand même tout à fait lié à la musique du Moyen-Âge et à la musique de la Renaissance. Clairon, espèce de trompette qui a un son plus aigu que l'ordinaire. Et clairon, moi je ne peux pas m'empêcher de vous citer une définition du dictionnaire de Charles Soulier. C'est publié chez Le Duc à la fin du XIXe siècle. Il est formidable, Charles Soulier. Voyons voir que je retrouve clairon. Clairon, petite trompette qui sonne à l'octave aiguë de la trompette ordinaire. Il n'est guère plus d'usage aujourd'hui qu'en poésie. Il y en a 110 pages comme ça. Baroque. On appelle musique baroque celle dont le chant et les modulations excentriques pour s'élever trop haut tombent dans le ridicule et pour vouloir sortir de l'ornière se fourvoient dans le gâchis. Le dictionnaire de Soulier est formidable. Encore une définition crin-crin. Mauvais violon, de bastringue, de guinguette ou d'aveugle. Je l'ai fait relier, parce que je tiens beaucoup à ce dictionnaire. J'ai plusieurs centaines de volumes de dictionnaire chez moi. Celui-là, je l'aime bien. Clavier, il a été ainsi nommé à cause qu'il contient toutes les clés de la musique. Et les touches du piano, on les appelait des clés. Au Moyen-Âge, dans les couvents, il y avait un moine qu'on appelait le frère Clavier. Le frère Clavier, on lui tâtait pas les pouilles. Le frère Clavier, c'est celui qui portait un anneau avec toutes les clés du couvent. Clés, les 3 lettres G, C et F sont appelées clés parce que dans les notes qui suivent ces lettres se rencontrent les huttes qui commencent et ouvrent le chant, qui n'est répété que 3 fois dans toute l'étendue de la gamme. C'est pourquoi on n'admet que 3 clés en musique. Oui, on l'a déjà vu, il y a la clé de C, qui est la clé d'ut, la clé de F, qui est la clé de Fa, et la clé de G, qui est la clé de Sol. Mais quand on chantait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, on disait ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Quand on chantait Fa, Sol, La, Si, bémol, Do, Ré, on disait ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ceux qui ont suivi les 2 premières années et qui ont réussi leur examen avec succès s'en souviennent bien. Et puis quand on chantait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, on disait ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le système des muants, ça a continué encore jusqu'à 1750.
clé, une remarque pédagogique intéressante qu'il faudrait peut-être transmettre à M. Blanquet. On dit à propos du mot-clé, on dit qu'un garçon a la clé de ses chausses quand il est assez grand pour n'être plus en âge d'avoir le fouet. Très pédagogique. Ça veut dire que quand on fouettait, on baissait les choses. Très intéressant. Composer. Il faut plus de génie que d'art pour bien composer en musique. C'est un peu incompréhensible aujourd'hui. Il faut plus de génie que d'art pour bien composer en musique. L'art, à l'époque de Furetière, c'est sa définition, c'est tout ce qui se fait par l'adresse et l'industrie de l'homme. Et en ce sens, il est opposé à nature. L'art, c'est toujours Furetière qui parle, est principalement un amas de préceptes, de règles, d'inventions et d'expériences qui, étant observés, font réussir aux choses qu'on entreprend. C'est le mot techné chez les Grecs. Le génie se dit aussi du talent naturel et de la disposition qu'on a à une chose plutôt qu'à une autre. Alors, toute la technique, puisque l'art, le mot art, c'est vraiment une technique, c'est un amas de recettes. Toute la technique ne suffit pas pour composer, il faut aussi un talent naturel. Concert, c'est une assemblée de musiciens qui chantent ou qui jouent des instruments. Ça désigne non pas le moment, le concert, mais le groupe des musiciens qui jouent ensemble. Et le concert qui accueille un public qui paye sa place, ça n'existe qu'à partir du début du XVIIIe siècle. Bach et son ami Telemann créent des concerts à Leipzig, et puis les francs-maçons au XVIIIe siècle vont beaucoup faire pour la création de concerts qui sont donc des événements, mais ça n'existe pas. La musique, ça se joue, les musiciens ne se font pas payer par le public. Courante, pièce de musique, c'est la plus commune de toutes les danses qu'on pratique en France, c'est toujours allemande, courante, sarabande, menuet. Courante se dit aussi bassement du flux de ventre à cause qu'il fait courir aux nécessités. Cresserelle. La cresserelle, c'est un oiseau de proie de couleur fauve. C'est aussi un petit instrument de bois qui fait beaucoup de bruit en tournant une manivelle et avec quoi jouent les enfants. On s'en sert aussi pour appeler les chantres aux ténèbres, alors que l'usage des cloches est suspendu. On s'est servi des crécelles très longtemps pour une chose assez épouvantable. J'ai un bon ami qui est le président du Foment de la Savane de la ville de Serret, en Catalogne Nord, et il a le souvenir que dans les années 40, après la messe de Pâques, quand les ténèbres étaient dissipées, tous les gamins tournaient des crécelles en faisant le plus de bruit possible pour tuer les Juifs. C'est ce que dit. C'était encore dans les années 1940. Et ça, c'est un petit livre de 1896. 1896, c'est 2 ans avant J'accuse de Zola. Il dit ça à M. Anton de Ciboune dans l'histoire de Céret, justement. Pourquoi tout ce tapage? C'était à la fin des ténèbres, et surtout par Matar al-Jueus, pour tuer les Juifs. 1896. Il fallait bien passer le temps avant d'arriver à tuer tous les Juifs, que malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu exterminer complètement. Ils nous le prouvent aujourd'hui. Terrifiant, hein? Terrifiant, en 1896, ce qu'on écrivait. Alors la crécelle, hésitez un moment avant de faire une crécelle à vos petits-enfants. Je dois malheureusement aller plus vite. Il parle de la gamme, mais dans le sens de Guido d'Arezzo, nous avons beaucoup parlé de ces choses. Mais les nuances, on ne se sert plus de cette table depuis que le maire a trouvé l'invention d'une 7e note nommée si, par le moyen de laquelle on peut chanter sans avoir besoin de ces nuances. J'ignore tout de ce Le Maire et on ne sait pas de qui il s'agit, mais Rousseau, dans son dictionnaire de 1768, parle encore d'un Le Maire qui aurait inventé cette note
si. Une gigue, vous avez entendu des gigues. Alors gigue, fille gaie et enjouée qui saute et qui gambade. Charmant. Jouer. Je passe, je vous en parlerai une autre fois. Les modes, passe-mèze, c'est un chant à l'italienne, mais vous avez écrit un passe-mèze, alors on va quand même introduire. C'était une basse, ça c'est le passe-mezzo antico. Passe-mezzo, on improvisait sur cette basse au début d'un bal et on passait au milieu de la salle, passe-mezzo, passer au milieu. Alors on improvisait, c'est pas compliqué, c'est que des accords, c'est dans le mode de ré, hein. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Sol, ré, si, si, fa, la, do, la, si, ré, do, fa, la, do, si, la, si, ré, do, si, sol. Alors les hommes chantent le bas. Sol, fa, sol, ré, si, fa, sol, ré, sol. Et les femmes chantent si, et puis Léonard chante si, la, si, ré, do, si, la, si, sol. Et... Et... Voilà, c'était très facile d'improviser. On peut compléter dans l'accord sol ré si, j'ai sol si. Pour faire du contrepoint à trois voix, il faut faire intervenir les esprits. Il faut du fluide. J'ai du fluide. Je voudrais l'accord sol si ré, j'ai sol si, il me manque. Très bien, les esprits sont là. Alors, ré, fa là, il me manque un do. Alors, le professeur d'harmonique, il a, ah oui, sol, ré, fa, do, vous avez des cannes successifs, ça. Et zut, ré, fa là, mais je mets un fa. Si, ré, fa. Fa, la, sol, fa, sol. Voilà, les femmes chantent le haut. Les hommes chantent le bas, puis les autres chantent le milieu. Les autres, c'est moi. 1, 2. Encore une fois. C'est tout à fait... ça, on a joué ça des milliers de fois dans tous les bals de France. C'était un passe-mèze. Sambuc, ah oui, c'était un ancien instrument de musique ou de flûte, ou peut-être une flûte, peut-être ainsi nommé à cause qu'il était fait de sureau, appelé sambucus. Il parle de tonalité, toujours avec la théorie ancienne. Il parle, le mot tonalité est inconnu. Tremblement se dit en musique du mouvement précipité des sons qui se fait particulièrement dans les doubles cadences. Le plus difficile de la musique est de bien faire les tremblements de la voix, les tremblements des cordes ou de battre les touches. Les musiciens les appellent accents plaintifs, martèlement, vers cassé, soupir ou battement. C'est ce qu'on appelle ensuite, si on va appeler les trémolos, ou bien les le trilio, c'est italien, c'est Rousseau qui dit c'est moi qui ai traduit trilio en tri, ou le vibrato même. Et le verre cassé, je pense qu'il se trompait tout à l'heure en disant que le verre cassé au luth, c'était le bruit. J'ai vraiment travaillé pour cette conférence et j'en ai cassé énormément dans ma cuisine. Ben oui, et ça ne fait pas du tout le son du luth. Mais tout de même, quand j'ai pu ramasser les morceaux et les mettre dans un petit sac, j'ai secoué le petit sac et je pense que... Oui, c'était ça. Mais enfin, la vaisselle... Le serpent. Le serpent est un instrument de musique qui sert de base au cornet à bouquin pour soutenir un chœur de chantre dans un grand vaisseau.
lisez les lettres de Montmoulin. C'est formidable, les lettres de Montmoulin. C'est un bon auteur, hein. Pas toujours sympathique, Alphonse Daudet, mais un bon auteur. Dans le poète Mistral, c'est une des lettres de Montmoulin, il écrit « Pas un chat dans les rues du village, tout le monde était à la grand-messe. Quand je passais devant l'église, le serpent ronflait et je vis les cierges reluire à travers les vitres de couleur. » Le serpent ronflait, aujourd'hui on a du mal à comprendre, mais le serpent, vous avez déjà vu cet instrument. Trompetté, j'en termine maintenant. Trompetté, publié, ça signifie chez Furetière, publier à son de trompe et à cri public dans les marchés, dans les carrefours, quelques règlements, quelques ordonnances de police. Trompetté. Et avant, au Moyen-Âge, c'est pas trompetté qu'on emploie pour jouer de la trompette, pour publier à son de trompe, c'était tromper. T-R-O-M-P-E-R. Tromper, ça signifiait jouer de la trompette, de jouer de la trompe pour annoncer quelque chose. Et puis le mot tromper, jouer de la trompe, a changé. Et le sens est devenu abuser de l'ignorance ou de la facilité de quelqu'un, lui faire passer des choses pour autres qu'elles ne sont. Tromper, parce que quand on entendait le prince ou l'évêque se faire précéder par les trompes, par les musiciens, on disait, tiens, il va encore nous tromper, il va encore nous jouer de la trompe et nous dire des choses. Et tout ça n'existe plus maintenant. Les élus parlent extrêmement franchement de toutes les choses. Alors, ah oui, en 1607, qu'est-ce qui s'est passé le 24 février 1607, on en parlera la prochaine fois. Je reviens à la protase dans l'œuvre de Corneille. En 1964, j'avais participé à Nevers à une grande réunion de chœur qui s'appelait Europa à Cantate avec Georges Geoffrey, qui est célèbre, avec Gottfried Voltaire, c'est d'autres. Il y avait Philippe Caillard, Stéphane Caillard, Jean Turelier, notre Orléanais. Et moi, je travaillais sur la protase dans l'œuvre de Corneille. Tous mes camarades allaient l'après-midi à la piscine ou au bistrot. Et moi, je restais dans le dortoir. Et un jour, dans le dortoir, j'ai vu un chœur arriver. Il y avait au moins une vingtaine de personnes, puis le chef de chœur. Et le chef de chœur m'a demandé, est-ce qu'on peut répéter ici? On n'a pas de salle et ça ne vous dérange pas? Je vous en prie. J'ai arrêté, c'est là que j'ai arrêté la protase. Et ils ont répété Trois beaux oiseaux de paradis de Ravel, c'était sublime. Et le chef du chœur qui était dirigé, c'était Michel Corbeau. Michel Corbeau qui a fait, c'est peut-être pas le premier enregistrement, mais un enregistrement superbe de cet opéra qu'on a joué le 24 février 1607, cette Favola in Musica, qui était l'Orfeo de Monteverdi. Alors, j'ai un grand souvenir, parce que j'ai écouté ce disque de Michel Corbeau des centaines de fois. Alors, si nous nous revoyons le 14 décembre prochain, on parlera un peu des femmes et de l'opéra, mais j'en ai déjà parlé. On entendra Marie-Noël Martin et quelqu'un d'autre, choisi au hasard dans l'assistance, qui chantera un air de Mozart, parce que c'est un fa majeur, donc c'est plus compliqué, accompagné par celui qui va être le grand-père de Mozart. Le 25 janvier, si nous nous voyons, nous parlerons de la musique selon Arthur Schopenhauer, un type formidable, Schopenhauer, qui a beaucoup influencé Wagner, Nietzsche et moi. Il dit ça à Schopenhauer, les autres arts n'expriment que l'ombre, tandis qu'elles parlent de l'être. Et puis le 4 avril, je ne sais pas comment on va faire ça, je ne sais pas du tout, mais on va le faire ici. Ce sera des travaux pratiques. On va ensemble composer un morceau instrumental en moins d'une heure. Voilà, je ne sais pas encore comment on va faire, mais on le fera. Et puis ensuite, je vais l'éditer avec tous vos noms, et puis vous allez toucher des royalties. Alors, merci de votre présence. Avant de partir, moi, je vous conseille, mesdames et messieurs, d'aller toucher
la veste de Christophe Andrivet. Ça vous fera un authentique souvenir du XVIIe siècle. Merci beaucoup.